Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, dessinateuristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu particulier. J'accueille en effet Lloyd Cherry, journaliste culture au point, professeur, anthologiste, mais également animateur du podcast C'est plus que de la SF. C'est donc, je l'espère, vos deux podcasteurs préférés qui sont réunis autour du même micro. Je suis heureux de vous en offrir toujours plus, et donc vous aurez deux podcasteurs pour le prix d'un aujourd'hui. Bonjour Lloyd, bienvenue. Bonjour Mickaël, merci d'être venu à la maison. Avec plaisir, merci de me recevoir. Alors Lloyd, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien commencer directement par les fun facts. Et donc tu es connu pour tes vestes à motifs colorés, motifs souvent floraux, ça permet de bien t'identifier dans les salons, c'est très pratique. Je me demandais, est-ce que cette collection de vestes est une légende, ou est-ce que c'est un outil d'identification pratique ? Est-ce que tu as une vraie passion pour ces vestes ? Tu as une vraie collection, ou comme certains collectionneraient des sneakers ? Ouais, c'est un peu de tout ça. C'est intéressant parce que l'idée des vestes, elle est venue pour la promotion de mon ouvrage, enfin du second ouvrage qui est Tout sur Dune. Donc j'avais produit un MOOC, le MOOC Dune. On a été épuisé, on a sorti une version collector qui s'appelle Tout sur Dune. Et donc il y a eu un Dune Tour qui a été organisé où j'ai fait 25 dates. Et donc j'allais dans toute la France, dans des salons. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien qu'on puisse m'identifier rapidement et de loin. Et ça tombait bien, puisque grâce à ma copine, j'ai découvert une créatrice qui s'appelle 2 mai, 2 mai Paris, et elle a des vestes qui sont sublimes. Donc l'idée est de reprendre des vieilles tapisseries qu'elle met après en veste. Et donc du coup, c'est du upcycling, c'est une petite marque française soutenue par une jeune entrepreneuse qui est à fond, et ça m'a plu, et donc je lui ai pris 2 vestes, et là je prépare normalement une 3e veste sera présente pour 2022, donc ça a été intéressant parce que j'en avais une verte et une rouge, et du coup je les ai mis dans les différents salons, et j'ai souvent posé avec pour les photos de promotion et compagnie, et c'est vrai que ça fait de la com, mais du coup je pense qu'on va en reparler parce que la communication ça me passionne, et des fois il suffit de pas grand chose pour se faire repérer. Ouais, c'est ta patte marketing qu'on voit là. Bon, c'était bien qu'on commence par ça. Pour mieux te connaître, pour reprendre un peu au début, je crois que t'as 2 piliers dans ta formation, et c'est ce qu'on retrouve dans ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier de journaliste. T'as une formation de journaliste, et puis t'as une formation autour du cinéma. Quand tu t'es lancé dans ces 2 parties-là, t'avais déjà en tête que c'était la culture qui t'intéressait dans le journalisme ? Ouais, alors je suis devenu journaliste sur le tard parce que c'est vraiment vers 26 ans où j'ai eu cette envie d'être journaliste. J'ai fait une licence, un master de cinéma audiovisuel. Et puis à la fin de mon master, j'ai fait un atelier radio organisé par Paris 3. Et c'est à ce moment en fait que m'est venue la passion de la radio. Donc j'ai décidé de faire un second master, un master professionnel en journalisme à Gennevilliers. Et j'ai fait mon alternance à Radio France. Voilà, donc j'ai été sur France Inter, à France Bleu. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses très différentes. J'ai fait du web, j'ai fait chroniqueur, j'ai fait du reportage, notamment à France Bleu Saint-Étienne-Loire pendant 2 mois. Et du coup, moi, c'était vraiment la radio qui me plaisait avant tout. Et il y avait la culture, évidemment, puisque j'aimais beaucoup la culture, avec peut-être une spécialité un peu jeux vidéo. C'était comme ça que je voulais essayer de me fondre au début. Et j'ai commencé comme ça au point. Alors, moi, je voulais pas faire de radio. Je voulais pas faire d'écrit. J'avais un peu comme j'étais dyslexique et dysorthographique, l'écriture, j'avais vraiment une détestation de l'écriture, pour être tout à fait honnête. Et puis les problèmes financiers, comme à ce moment-là, je gagnais pas du tout, je gagnais pas ma vie, j'avais plus de bourse. Du coup, c'était un peu la galère. Et j'ai commencé à piger, donc en gros à être un journaliste freelance, à écrire pour différents médias. J'ai commencé avec le Bondi Blog, et puis après avec Le Point qui est venu me chercher pour commencer à écrire sur les jeux vidéo. Et au fur et à mesure, j'ai récupéré plusieurs sujets, dont la SF. Mais sinon, moi au début, le rêve était de faire du journaliste radio et parler de jeux vidéo. C'était ça au tout début, et puis après ça a évolué. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant que tu mentionnes le Bondi Blog parce que c'est là que j'ai fait ma scolarité, donc je connais bien cette ville, et ça, voilà, j'y suis encore un peu attaché. Donc tu es journaliste culture, comme on dit, c'est un peu c'est une spécialité pop culture. Il y a le point pop qui met en avant la pop culture.
Est-ce que on comprend, tout le monde comprend bien aujourd'hui l'importance de la pop culture, parce que c'est un peu une manière de faire clasher le mot pop et le mot culture. Est-ce que les gens comprennent bien que ça reste de la culture, quoi? Ce qui est intéressant avec le terme pop culture, c'est que c'est un terme qui a vraiment explosé dans les années 2010, qui était aussi en lien avec l'explosion du genre Marvel au cinéma. Et c'est à ce moment-là que les premiers sites qui assumaient le côté pop culture. Il y a eu Combini, je pense, qui a été une forme de révolution dans le journalisme, hein, parce que beaucoup de jeunes maintenant regardent Combini et s'informent par Combini. Ouais. Donc ça a été une forme de révolution qui assumait tout de suite le côté pop culture. Et puis il y a différentes verticales qui se sont créées un peu partout, notamment celle du point pop, qui était une très bonne idée de mêler, parce que à premier abord, on pense pas que le point c'est pop. Voilà, et il y a un côté assez rigolo de se dire que le point a sa verticale pop. Donc je crois que le terme pop culture est vraiment relié aussi à une décennie, qui sont les années 2010. C'était aussi un peu ce moment où, en effet, il y avait des phénomènes culturels et pop culturels qui explosaient de plus en plus, et il fallait les expliquer à travers les médias. Et je pense que le terme pop culture, qui est maintenant un peu fourre-tout et qui veut dire plein de choses, a été surtout utile pour arriver à commencer à faire de l'analyse et permettre de décrypter des phénomènes, Marvel, Game of Thrones, Star Wars. Voilà, il y a eu tout un revival dans les années 2010, le revival aussi des années 80. Et en fait, le terme pop culture permettait aussi de pouvoir traiter tout cela. Donc je pense que maintenant, le terme pop culture, il est ancré. Hein. On l'utilise tellement à foison, ce mot, et c'est tellement devenu un mot valise que je pense que les gens imaginent bien qu'est-ce que c'est. Mais c'est intéressant de traiter cette pop culture parce qu'il y a le côté populaire aussi à l'intérieur, et c'est vrai qu'en France la culture elle est plutôt élitiste, et d'ailleurs ça va être intéressant, je pense qu'on va aborder aussi le monde de la littérature et compagnie qui font partie de la culture, mais c'est vrai que la culture en France elle a une vision élitiste, il y a aussi des enjeux politiques, et c'est vrai que d'assumer ce côté populaire est très intéressant, parce que quand même en France tout ce qui est populaire est assez mal vu par l'élite. Donc voilà, ça c'est aussi rigolo que et on voit que c'est aussi un basculement. Hein. C'est aussi, je pense, un basculement générationnel et qui permet de se dire que la pop culture maintenant, on l'aborde très frontalement, quoi. Il y a pas mal de choses que j'aime bien dans ce terme aussi, c'est que d'une part, ça déculpabilise aussi les jeunes qui vont, lire du manga, etc. Et bon, il y a quand même une manière de leur dire, vous avez le droit de consommer ça. Et c'est aussi une manière de dire, il y a différentes qualités. Et dans tout ce qui est produit, il faut aussi faire le tri. Donc ça éveille. En éveillant les jeunes comme ça, on leur dit aussi, attention, c'est de la culture, mais vous avez quand même un choix à faire dans faut naviguer dans ce magma-là. Et c'est un peu le parti pris que tu as dans ton podcast, dans ce que tu fais. C'est ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le côté éclectique. Donc moi, je me suis spécialisé dans la science-fiction. J'ai un podcast sur la science-fiction. Et la science-fiction, elle est large. On la retrouve dans les jeux vidéo, dans les mangas, dans la BD, dans les romans, au cinéma, enfin bref. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision transversale et de parler de tout dans un format 360. Je crois vraiment que la science-fiction, elle est beaucoup plus populaire à travers Netflix, par exemple, qu'à travers la littérature maintenant. Et en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a un basculement de la culture de l'image qui est monstrueuse. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte, mais entre l'instagramisation de la vie, grâce aux réseaux sociaux, on voit que maintenant c'est compliqué de garder l'attention pour toute une nouvelle génération, et en fait on voit que il y a un recul de la lecture. Alors les gens lisent plus évidemment parce qu'ils sont beaucoup plus sur les réseaux, mais par contre on lit moins de livres, et je pense qu'on arrive aussi à une forme de bascule avec la littérature, et je le vois d'ailleurs dans mes audiences. On se rend compte que finalement les gens sont plus intéressés pour essayer de décrypter des phénomènes d'actualité. Donc pourquoi telle œuvre de science-fiction, je pense par exemple à Don't Look Up qui a fait un espèce d'énorme buzz à la fin d'année 2021. Les gens vont être intéressés pour essayer d'avoir de décrypter des actualités ou des tendances, mais par contre en termes d'audience, je le vois très concrètement, les podcasts sur un roman de science-fiction par exemple, ça marche moins, à part si c'est un classique. Voilà, donc c'est toute la difficulté de faire de la SF en ce moment. Et je pense que c'est global. Il y a une surproduction qui est généralisée. On vit un âge d'or du contenu. C'est exceptionnel ce qu'on vit.
Et en même temps, on vit une espèce de crise de la créativité, paradoxalement. C'est hyper intéressant. Metal Hurlant est ressorti, par exemple. Metal Hurlant, donc c'est les plus grands noms de la BD de l'époque. Je pense à Enki Bilal, Moebius. Enfin, il y a plein de noms, évidemment. Et du coup, on voit que dans les années 70, c'était extrêmement créatif, 70-80. Et là, on a relancé Metal Hurlant. Et on voit que finalement, les dessinateurs, il y a de très bons dessinateurs, de très bons techniciens, mais c'est pas le même niveau qu'avant. Et moi, je crois vraiment que malgré cet âge du contenu, malgré qu'on ait de l'offre culturelle avec les plateformes, les jeux vidéo, le manga, le cinéma, la BD, la littérature, on a aussi une grande crise de la créativité. Et c'est extrêmement dur d'arriver à naviguer auprès de cette offre. Ça veut dire qu'on est surchargé d'offres culturelles. Et finalement, une série, c'est plus glamour que lire un roman. Tout simplement. Hein. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est dans ton approche 360, c'est que on voit qu'il y a une appétence aujourd'hui, et ça renvoie peut-être aussi à la crise de la créativité, mais il y a une appétence pour suivre un jeu vidéo qui va devenir une série, qui était un roman auparavant, et donc il y a une c'est plus un gros mot de dire on va faire une série ou un film sur un jeu vidéo. Il y a vraiment un réel intérêt. Alors qu'avant c'était un peu les blagues. Il y a le film Doom et puis voilà, on se marre. Je crois qu'en fait il y a un vrai enjeu des grandes entreprises culturelles qui sont le temps et l'attention. Faut pas se voiler la face. L'objectif de ces grands groupes, que ce soit Amazon, Netflix, même les jeux vidéo, hein, on crée des open world maintenant, donc des jeux à monde ouvert qui permettent de faire jouer la personne entre 50 heures à 100 heures par exemple. Donc il y a un vrai combat de l'attention. Capter l'attention, c'est devenu le vrai enjeu maintenant. Et c'est vrai qu'on est c'est pour ça que la sérialisation elle est aussi populaire et elle capte autant l'attention. Mais c'est vrai que faut pas se tromper, ça veut dire que le temps on connaît l'adage, le temps c'est de l'argent, mais surtout le temps de cerveau disponible, c'est qui est une formule de Patrick Lelay, l'ancien PDG de TF1, et je crois que c'est ce que vraiment visent ces grandes entreprises culturelles. Le temps de cerveau disponible, le porte-monnaie, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas évident d'arriver à savoir quoi voir devant l'offre. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une nouvelle génération qui arrive, et ça c'est super, qui s'intéresse entre autres à la SF, et du coup qui vont souvent s'intéresser aux classiques. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir à quel point les classiques de la SF continuent à autant bien se vendre, continuent à être adaptés ou à être réadaptés. Et c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, on va adapter ce qui a déjà fonctionné, mais on va pas forcément laisser la chance aux nouveautés. Et du coup, le côté transmédia dont tu parlais, puisqu'en fait maintenant on est dans une ère transmédiatique, puisqu'il faut capter l'attention. Du coup, on va développer une licence à n'en plus finir sur différentes plateformes. Là, à l'heure où on se parle, Disney a annoncé plein de jeux Star Wars qui vont arriver dans des jeux vidéo. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 3 nouveaux jeux qui vont sortir, en plus des 2 autres nouveaux jeux qui vont être produits par Quantic Dream et Ubisoft. Donc, voilà, 5 jeux vidéo Star Wars qui vont arriver dans les 5 prochaines années, plus les séries Star Wars qu'on va avoir ponctuellement, en tout cas plusieurs par an. Donc, c'est hyper intéressant. On voit que finalement, le but, c'est de capter l'attention des gens et de les garder dans des franchises qui existent depuis très longtemps. Star Wars, c'est 1977. Donc, ça, c'est... On vit une forme aussi de concentration de la culture, quoi, à travers la pop culture aussi. Il y a dans le cas de Disney, il y a même une décentralisation du parc d'attractions chez soi, quoi. Le jeu vidéo, le film, voilà, ils emmènent le parc d'attractions chez nous, quoi. Bien sûr, en fait, déjà, c'était dans l'écran postmoderne. Enfin, c'est intéressant. C'est Laurent Julier, qui est un universitaire, qui a fait un essai à l'Harmattan qui est remarquable, qui m'a beaucoup servi, qui s'appelle l'écran postmoderne, et qui explique qu'il y a un espèce de basculement et que maintenant la salle de cinéma est devenue un parc d'attractions. C'était vraiment la mode dans les années 90, 2000, 2010, où quand on va au cinéma, finalement, la réflexion est mise de côté pour la sensation et l'action. Et on le voit très vite avec les films de science-fiction. Si je regarde les grands films de SF de 1960 à 2000, les grands films, ça va être 2001, Odyssée de l'espace, Blade Runner, Star Wars, Matrix, donc qui mélangent les deux, la réflexion et l'action, avec le côté waouh qu'on a en salle de cinéma. Et ce côté waouh est hyper important en SF. Et ce qu'on observe, c'est que dans les années 2000, 2010,
les grands films de science-fiction qui vont être La Guerre des Mondes, Avatar, Mad Max Fury Road, ou même Interstellar, c'est des films qui vont vraiment plutôt se concentrer dans le ressenti et dans le côté waouh qu'on est dans la salle de cinéma. Mais le côté réflectif est moins important et moins fort. Et ça, c'est intéressant. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est qu'on vit à un moment donné où on va plutôt nous dire restez chez vous à regarder des films et des séries, à jouer aux jeux vidéo. Donc ce côté communication à plusieurs dans une salle de cinéma pour être dans un grand roller coaster à coups d'effets spéciaux et d'action est en train de basculer vers quelque chose qui va être plutôt ne sortez pas, restez chez vous tranquillement et mettez pause quand vous avez envie, commentez sur les réseaux sociaux ce que vous voyez. Donc il y a aussi tout ça qui se mélange. Il y a une forme de consommation qui est en train vraiment d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois, pour en revenir avec le MOOC que j'ai dirigé et puis Tout sur Dune, c'est que le MOOC Dune, par exemple, ou Tout sur Dune, il y a une centaine d'articles. Donc on peut vraiment piocher. Il y a 200 images, une centaine d'articles. Donc il y a des images à chaque page, enfin plus de 200 images d'ailleurs, 300 images. Il y a des images à chaque page. On peut piocher on pioche des articles parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a plus le temps de lire tout d'une traite. Les gens vont plutôt piocher, vont plutôt mettre ça sur leur table de chevet, vont lire de temps en temps. Et ça, je pense que ça fait vraiment partie des nouvelles formes de consommation de la culture. Et du coup, ça pose de vraies questions, parce qu'il faut s'adapter. Et encore faut-il en avoir conscience, et encore faut-il proposer de l'eau chaude dans un monde d'eau tiède. Et moi, c'est une phrase que Daniel Morin, donc l'humoriste de France Inter, m'a appris. Quand j'ai travaillé pour lui, il m'a donné ma chance quand j'étais chroniqueur pour lui. Il m'a dit, dans un monde d'eau tiède, il faut faire de l'eau chaude. Et c'est vrai que c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a une telle offre, même en podcast. Là, je parle de moi. Oui. Il y a une telle offre podcast. Et moi, je m'en sors bien. Le podcast fonctionne bien, j'en vis. Je fais des belles audiences. Mais quand même, il faut continuer de se dire, il faut que je fasse de l'eau chaude, quoi. Il faut que je propose quelque chose, soit d'innovant, soit qui donne envie avec un angle un peu nouveau, soit avec des invités qui sont identifiés ou qui ont des choses vraiment différentes à raconter, d'aller accaparer l'attention, les 45 minutes, les 1 heure du temps d'écoute des gens. Oui, alors on va préciser quand même, mais tu as une vision assez large de la SF. Quand tu dis la SF, tu vas inclure The Witcher, par exemple, que les puristes vont dire c'est de la fantasy. C'est plutôt de la fantasy, The Witcher, mais ouais. Mais tu parles quand même de ces sujets-là. Donc tu as une vision, on va dire large de la SF qui englobe, on va dire, l'imaginaire au sens large. Oui, alors surtout avec le fantastique, qui, je pense à Lovecraft, on peut le catégoriser dans de la science-fiction horrifique. Enfin, après, ça dépend des uns et des autres. Mais oui, ça m'arrive de parler d'œuvres de fantasy. Souvent, quand j'en parle, c'est que c'est aussi des commandes, puisque donc moi je vis du podcast. Le podcast aussi fonctionne grâce aux sponsorisations, grâce aux éditeurs en fait qui achètent des épisodes pour que je fasse une interview d'auteur. À ce niveau-là, en fait, c'est marqué que c'est un contenu sponsorisé, mais ça permet en fait de pouvoir parler aussi d'autres choses et ça permet aussi de faire vivre le podcast surtout, ouais. Donc là, on va parler un peu du podcast. Donc tu as le podcast C'est plus que la SF. Alors tu veux peut-être expliquer pour ceux qui connaissent pas la référence d'où vient le nom C'est plus que de la SF. C'est un clin d'œil. Tout à fait, c'est un clin d'œil à l'article que j'avais écrit sur les furtifs avec ma binôme Falène de la Valette, qui était la red chef du Point Pop. Mais j'ai beaucoup écrit dessus la critique donc du dernier roman d'Alain Damasio. Et il y a cette phrase qui est écrite dans la critique, qui est de dire que les furtifs c'est plus que de la SF. Et en fait, cette expression, elle a été récupérée par le fandom de la SF, déjà pour rigoler, pour chambrer, et pour dire que quand une œuvre était pas de la science-fiction, enfin était de la science-fiction, mais était considérée comme géniale ou autre, on faisait toujours en sorte de la déplacer et de dire en gros de dire que c'était plus que de la SF, que c'était supérieur à de la simple science-fiction. D'ailleurs, c'est rigolo, on l'a vu il y a pas très longtemps, encore avec Damasio, quand il est passé à la télé, je crois que c'était C'est dans l'air, ou C'est à vous. Non, C'est dans l'air, je pense. Il y avait Laure Adler qui disait que il faisait pas de la science-fiction, il faisait de l'anticipation. Alors que l'anticipation, c'est un sous-genre de la SF. Donc c'est assez intéressant, et plutôt, moi, j'ai gardé ce mot-là parce que je voyais que ça fonctionnait, que ça rentrait plus ou moins dans les discussions, dans les commentaires Facebook et Twitter. Et je me suis dit que c'était aussi un petit clin d'œil, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de toute œuvre de SF,
même si elle a juste un poil de SF, c'est toujours l'occasion de pouvoir analyser une œuvre. Et en effet, quand c'est plus que de la SF, du coup, les gens se fichent après du genre. Et se disent ils voient même pas des fois que c'est de la science-fiction par exemple, ou ils vont oublier que c'est de la science-fiction. Donc ça c'est assez intéressant et je trouvais que c'est un gimmick qui fonctionne bien, même si c'est un peu trop long pour une marque, mais je regrette pas d'avoir c'est plus que de la SF. Je pense que ça correspond bien aussi à une époque. Ce petit gimmick. Et c'est ce qui t'a permis est-ce que c'est ce qui t'a permis d'avoir Alain Damasio comme premier épisode, parce que c'est quand même quelque chose de prestigieux d'avoir. En tout cas, avec Alain, on s'aime beaucoup. C'est vraiment un ami. C'est une amitié qui s'est créée grâce au journalisme d'ailleurs, parce qu'au début, la première rencontre avec Alain Damasio, c'est pas très bien passé. C'est assez marrant. Ça a été un peu compliqué. Je lui demandais d'écrire dans leur série du Point Pop sur la science-fiction, et bon, il était un peu méfiant parce que c'était le Point, et puis il avait peur que ce soit pas payé. Donc la première rencontre, je me suis dit c'est qui ce connard vraiment. Et puis souvent quand ça se passe comme ça, souvent il y a une rencontre après derrière et ça devient une super amitié. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir cette idée dans la tête, et après il y a un lien d'amitié qui se crée. Et en fait non, je suis hyper reconnaissant vis-à-vis d'Alain, parce que les deux articles, l'article que j'ai parlé de la critique des furtifs, plus l'interview que j'avais menée avec lui sur les furtifs, je pense que ça fait partie des meilleurs articles que j'ai écrits dans ma carrière. Et je sais qu'Alain, finalement, quand on est avec lui, 1 heure avec lui, c'est vraiment 1 heure d'encouragement, quoi. Donc il nous pousse à aller de l'avant, et il nous pousse à aller plus loin intellectuellement. Donc il y a aussi pour moi il y a une forme de reconnaissance vis-à-vis d'Alain Damasio qui m'a permis d'encore plus aller dans l'analyse et vraiment d'avoir de vraies discussions avec lui. Donc moi j'ai toujours soutenu son travail, je le soutiendrai toujours, et du coup il me le rend bien, et c'était le petit clin d'œil de venir pour le premier épisode évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ça définit aussi le cadre du podcast. C'est pas, on n'est pas juste là pour parler des œuvres, on est là pour les analyser et donc descendre en profondeur dans l'œuvre. Donc c'est aussi un peu, ça résume la ligne éditoriale en quelque sorte. Ouais, et elle a évolué cette ligne éditoriale. Au début, assez naïvement, je pensais faire des podcasts assez courts de 25-30 minutes grand maximum. Je trouvais, et je pense que j'avais plutôt raison dans mon analyse, qui était de se dire les gens ont pas beaucoup de temps, donc c'est mieux de peut-être faire des courts épisodes de 20-25 minutes pour que les gens puissent après passer à autre chose, le côté un peu crunchy. Et puis on traite de tels sujets que c'est hyper frustrant de faire que 20 minutes ou 30 minutes sur une œuvre. Et assez rapidement, je me suis dit allez, c'est parti, on va aller faire du 1 heure, du 1 heure et demie sur certains sujets. Je regrette pas, et en plus les audiences ça fonctionne, et c'est ça qui me surprend. J'ai fait un épisode de 2h30 sur Godzilla qui analysait toute la franchise de Godzilla. Ça fait partie des meilleures écoutes de l'année, donc je me dis qu'il y a des gens qui ont écouté pendant 2 heures ce truc sur Godzilla. Donc après là l'idée est plutôt d'être sur une phase de 45 minutes, 1 heure, et de pas aller trop aller plus loin que ça, parce que c'est vrai que les gens, c'est toujours la même problématique, c'est-à-dire que les gens vont écouter un tiers ou peut-être la moitié, vont pas forcément y revenir, ils vont y revenir s'ils sont vraiment fans. Mais je réfléchis à d'autres formats, pour être tout à fait honnête. Je réfléchis à pourquoi pas faire de la fiction sonore. Le succès de Archive 81 me pousse aussi à m'interroger sur le côté fiction sonore, un genre que j'aimais pas forcément, mais j'ai commencé à en écouter de plus en plus. Et je trouve ça hyper intéressant, et je me dis que si on peut bien événementialiser la chose, avec un peu de moyens et un peu d'ambition, on peut faire quelque chose de très chouette, donc pourquoi pas. J'hésite pas à tâtonner, quoi. Ouais, moi j'ai écouté récemment les fictions de Mehdi Bayad, je crois, qui sont assez bonnes et assez immersives, avec peu de moyens. Parfois j'ai souvenir d'un huis clos, etc. Donc c'était il y a des choses assez intéressantes. J'aime moins les fictions qui sont très sonorisées, avec beaucoup d'ambiance. J'aime bien ces ambiances un peu huis clos, etc. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me suis fait la réflexion en écoutant des très bons podcasts d'Arte. Je recommande Les Braqueurs, donc qui racontent le destin de 3 braqueurs. C'est des courts podcasts à chaque fois de 15-20 minutes. Ou encore La Cage, qui raconte le chemin d'une jeune femme qui est partie en Syrie et qui est restée 7 ans là-bas.
sous Daesh, quoi. Et en fait, donc c'est des témoignages, hein. La réalisatrice ajoutait des effets sonores. Et je trouvais que ça servait pas à grand chose parce qu'en fait, les effets sonores, ça peut être excellent et ça peut être très efficace. En même temps, on peut perdre un peu l'attention. Ça peut perdre si c'est bien écrit, si c'est assez intense ou bien joué, t'as pas besoin d'effets sonores. La preuve avec les livres audio, où il y a finalement assez peu de moyens. Enfin, on a un acteur qui va lire, qui va lire le livre, quoi. Ouais. Ben, j'ai commencé à faire des teasers pour certains épisodes du podcast. Et bon, je pensais que ça allait être quelque chose, voilà, un peu, pas une corvée, mais quelque chose auquel j'aurais du mal à prendre goût. Et en fait, je me suis mis à adorer la partie lecture et la puissance de la voix. Donc, dans les premiers, je mettais un peu en béquille, un peu une musique, un peu une ambiance, pour créer une ambiance sonore. Bah, au fur et à mesure, j'en ai de moins en moins besoin, et c'est effectivement la voix qui est capable de porter la force du récit, quoi. Ouais, une bonne voix, avoir une bonne voix de radio, c'est important. Et ne pas avoir de physique de radio, non, c'est la blague. Souvent, c'est une expression qu'on dit, avoir un physique de radio, c'est terrible. Je trouve que c'est terrible comme expression. Elle est très drôle, mais elle est très cruelle. Parce que souvent, quand on imagine la personne derrière le micro et qu'on voit son physique, souvent on peut être un peu déçu parce qu'on projette, il y a une grande projection qui se fait grâce à la voix, et on peut imaginer un peu qui est derrière ce micro, et d'où l'expression un physique de radio, que je trouve très drôle mais très cruel. Maintenant, c'est filmé, il y a beaucoup d'émissions filmées. Ouais, c'est ça. La magie de la radio se termine un peu, et puis bon, voilà, il y a en effet, comme tu le dis très bien, on est de plus en plus obligé d'incarner quelque chose, donc de se mettre en scène. Moi, c'est ce que je fais progressivement à travers le podcast. Il y avait plein de choses que je pensais pas faire que je fais maintenant, par exemple, parce que j'ai compris qu'il fallait incarner quelque chose et être identifié. Donc après, ça va répondre à de la communication, à du marketing, évidemment, à des stratégies, quoi. Oui, t'as vraiment, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment une démarche d'entrepreneur dans la manière dont tu animes le podcast. Oui, en fait, tout à fait. L'idée du podcast, autre que de créer du lien et de dialoguer avec des gens qui font la SF en ce moment et qui me passionnent vraiment, c'est aussi de fédérer, de faire venir des gens, des fans, qui après pourront potentiellement soutenir mes projets, comme un crowdfunding sur un MOOC. Et en effet, donc il y a plein d'aspects avec le podcast. C'est avant tout proposer un contenu de qualité sur la science-fiction, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Voilà, concrètement, quand j'ai lancé ce podcast, personne n'en a voulu. Je l'ai proposé à plusieurs éditeurs de podcasts qui n'en ont pas voulu. Je l'ai proposé au Point qui n'en a pas voulu. Donc je l'ai lancé grâce à ActuSF. Ça a fonctionné très vite, et puis après, très rapidement, j'ai commencé à commercialiser le podcast, chose que peu de gens font dans le podcast. Donc j'en vis maintenant. Et évidemment, après, vous avez une communauté qui s'agrandit. Il y a des gens avec qui vous créez des liens d'amitié. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens grâce au podcast, des gens qui après m'ont proposé du travail ou avec qui on a créé des liens. Donc ça, c'est le côté vraiment magnifique aussi de la chose. Et puis, évidemment, derrière, vous avez une force de frappe parce que vous avez une communauté, vous fédérez des choses. Donc, c'est toujours bien utiliser ça à bon escient. Et moi, l'objectif est de proposer vraiment de l'eau chaude, quoi. Donc, à partir de là, évidemment, quand des éditeurs viennent vous voir, vous pouvez négocier avec eux. Parce que vous incarnez quelque chose, parce que des gens vous écoutent. Après, c'est comme tout, c'est pas prendre des gens pour des abrutis. De toute façon, les gens, ils le savent tout de suite. Et je le vois avec le contenu. Ça veut dire que si vous commencez à produire des choses pas qualitatives, il y a une forme de déception aussi qui se crée. Moi, le vrai enjeu, c'est plutôt garder cette envie d'être encore plus pertinent et d'avoir autant, et de continuer à réjouir autant les gens qui écoutent. Ça, c'est vraiment ça, moi, qui me plaît. Et puis après, évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer des auditeurs, et ça, c'est génial, parce que c'est vrai que moi, je suis là, les podcasts, je les fais ici chez moi. Les gens, vous les rencontrez assez peu, à part dans les salons. Et c'est vrai que la rencontre avec les auditeurs, c'est exceptionnel, parce que c'est encourageant, parce que c'est concret, parce que du coup, il y a des gens qui vous disent des super belles choses, du genre, j'avais personne à qui parler de la SF à la maison, le fait de pouvoir vous écouter, ça me fait du bien, ça me permet aussi de partager ma passion. Enfin voilà, donc ça, c'est le côté hyper agréable du podcast. Et en même temps, moi, je suis freelance depuis le début, j'ai jamais été CDIsé dans le journalisme. J'ai très vite compris que le temps, c'était de l'argent, et que si je devais faire des choses
il fallait que ce soit rémunérateur parce que moi je vis à travers mes articles, à travers le podcast, à travers tout ça. Donc il y a eu tout de suite cet enjeu aussi d'exister réellement à travers ces productions-là et pas en faire pour en faire. Parce que moi j'ai commencé en faisant de la radio associative. J'avais une émission de radio qui s'appelait Network, hommage au film de Sidney Lumet, et aussi en lien avec le réseau, parce que c'est un univers, le journalisme, où il faut avoir du réseau. Et c'est ce qui était intéressant, c'est que j'invitais des professionnels des médias à venir parler. Et grâce à ça, ça m'a permis d'avoir mes premiers stages, de créer mon premier réseau, parce que je connaissais personne dans les médias. Et c'est vrai que c'est vrai, il faut je pense qu'on se lance dans quelque chose comme ça, qu'on se lance dans un podcast qui prend du temps, ça des fois beaucoup de temps. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière de entre guillemets rémunérateur qui arrive, quoi. Alors pas forcément de l'argent évidemment, mais que ce soit un carnet d'adresses, que ce soit des rencontres, que ce soit qu'il y ait un enrichissement personnel à tout type de niveau, que ce soit humain d'ailleurs avec les gens qui nous écoutent, qui apparaissent, parce que sinon c'est trop dur à la longue. Et c'est pareil, moi je pensais des choses comme ça quand j'ai lancé mon MOOC Dune. Ça veut dire que moi je visais, c'était soit un succès public, soit un succès critique. Mais il fallait qu'il y ait un succès. Parce que c'est trop de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la balance, parce que c'était beaucoup d'argent. Donc pour moi, il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Juste pour le temps passé, quoi. Donc voir les choses comme ça permet aussi de beaucoup plus être dans la stratégie aussi éditoriale. Et de vraiment bien réfléchir le projet, quoi. Oui, c'est intéressant. Là encore, on voit une espèce de stratégie multimédia, voix, radio, livre, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que quand vous faites, le plus important, c'est d'être dans l'action, je pense. Ne pas être spectateur de sa vie, quoi. Essayer d'être acteur. Donc, être acteur, ça passe par plein d'aspects différents. Et c'est vrai que quand vous commencez à l'être un peu plus, évidemment, vous avez du succès. Je pense au MOOC Dune, par exemple, avec ses 18 000 exemplaires vendus. C'est vrai que y a le revers de la médaille qui arrive tout de suite et les critiques arrivent et après on va vous accuser d'ailleurs souvent c'est faux, mais de trop concentrer finalement des choses, de trop concentrer des fans, de trop concentrer voilà. Donc l'enjeu après il est là, c'est aussi être écouté toutes les semaines par 10 000 personnes, c'est vrai que c'est une force, quoi. Enfin, en tout cas, peut-être pas 10 000 personnes, avoir 10 000 écoutes. Moi, j'ai calculé que je suis écouté à peu près en moyenne par 5-6 000 personnes par épisode. Puis après, ça dépend en fonction des épisodes. Mais en tout cas, je génère à peu près 10 000 écoutes par semaine. C'est vrai que, évidemment, ça devient une force. Et puis, l'idée, ça va être de continuer. Donc, pourquoi pas là, je réfléchis à monter un petit festival, monter aussi des vidéos. Donc aussi à enrichir l'offre, puisque c'est plus que de l'ASF, c'est maintenant un label. Et moi, je vois les choses comme ça, comme un label. Donc, de faire du podcast, de faire des beaux livres, des MOOC, pourquoi pas faire des vidéos en plus, de faire un petit festival, d'avoir un prix. Voilà, c'est vraiment de peser aussi dans une petite industrie qui est la littérature de l'imaginaire et qui représente à peu près 3% du chiffre global du marché de la littérature. Ouais, t'as une stratégie à la fois d'expansion, mais qui est finalement très prudente. Parce que, voilà, 10 000 écoutes, alors c'est énorme, effectivement, pour l'imaginaire, en fait, par rapport à la niche que ça représente, etc. Et par rapport à la critique qui est de concentrer les choses, ça reste quand même de niche. Donc c'est plus, je dirais que là la position que tu as acquise, c'est plus parce que tu es arrivé effectivement sur un paysage où personne n'était sur ce canot-là, en fait, personne n'avait pris le... C'est ça, j'ai pris une place qu'il y avait à prendre, finalement, parce qu'il n'y avait pas de monsieur SF mainstream dans les médias. Moi, c'était vraiment ça, l'envie, c'est de devenir un peu le monsieur SF mainstream. Donc, aller sur les médias pour parler de la SF avec une dimension mainstream, quoi, grand public, vraiment. Et du coup, parce qu'il y a des gens, évidemment, beaucoup plus... spécialisé que moi en SF, mais largement, et du coup ce qui est intéressant, c'est de les mettre en avant, c'est de mettre en avant ces gens-là qui connaissent des choses, et moi ça me permet aussi de me cultiver, et c'est ça qui me plaisait bien et qui me plaît dans ce podcast, c'est que moi je me cultive grâce à ça. En fait, je continue à faire ce travail intellectuel de c'est quoi la SF, et de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux auteurs, d'aller plus loin, et ça c'est hyper intéressant. C'est vrai que il n'y avait pas ça en France à ce moment-là, pour plein de raisons, parce que la SF c'est aussi un mauvais genre, c'est devenu populaire,
ça redevient populaire là depuis 2-3 ans. Moi je dirais depuis 2019, avec la sortie des Furtifs qui a été un espèce de basculement, mais c'est vrai que il y avait pas ça, il y avait personne qui était là-dedans. Sur de la communication pure et dure, les éditeurs sont pas très bons. Du coup, avoir une communication un peu punchy, assumer, être constamment sur les réseaux sociaux, c'est du travail, mais en même temps ça fonctionne. Et l'idée pour moi était d'arriver à être identifié assez vite par différents acteurs, et notamment médiatiques. Il y avait aussi un grand enjeu en tant que journaliste, d'être aussi reconnu par mes pairs et puis aussi de se dire que on peut faire de la qualité avec la SF, que c'est un genre génial, et vraiment d'être un ambassadeur du genre en fait. À un petit niveau quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là le podcast génère en tout 700 000 écoutes. Les 10 000 écoutes par semaine, c'est bien parce que dans le podcast il y a tellement d'offres que peu de gens font ça. J'ai discuté avec Ocha, donc qui est la plateforme qui m'héberge et qui héberge aussi ton podcast. C'est vrai que je fais partie entre guillemets du top 100 des meilleures émissions les plus écoutées. Je pense que je crois que j'étais 60e. Voilà. C'est que 60e entre guillemets. Là l'objectif c'est de monter, mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail, ouais. Et ça fait que 2 ans que je suis là. Donc j'ai hâte de voir l'année prochaine. J'ai vraiment envie que l'année prochaine ce soit une année de bascule. En plus, tu t'es lancé dans une période 2020, confinement, etc. Parce que on parlait un peu de la rencontre avec les lecteurs. T'as fait un peu d'événementiel, t'as fait des rencontres dans des cinémas avec des podcasts enregistrés au cinéma. Donc il y a une dimension événementielle qui a dû être un peu empêchée du coup par la situation sanitaire. C'est intéressant, la pandémie, ça m'a permis, je pense, d'être découvert plus rapidement que la moyenne, parce que les gens avaient le temps pour écouter ce podcast-là, puisqu'il a été lancé juste 2 semaines avant la pandémie. Et en effet, dans la partie événement, à la sortie du MOOC Dune, donc en novembre 2020, c'est sûr que c'était hyper frustrant. Le MOOC est sorti juste avant le 2e confinement, donc l'enfer. Et en fait, le moment événementiel est vraiment arrivé avec la sortie de Tout sur Dune, donc en septembre 2021, et avec la sortie du film Dune. Et là, ça a été hyper intéressant parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de dates. J'ai pu créer un mini-festival, donc une super expérience au 7 Batignolles. J'ai créé le premier festival de Dune dans le monde, entre guillemets, il n'y avait pas avant. Donc, il y avait 200 personnes, c'était génial et c'était une belle expérience. Moi, je tâtonne, et c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis prudent parce que je suis tout seul. Donc, je suis tout seul. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure que je tâtonne, que j'essaie, que je me lance. Un jour, il va falloir que je me staffe parce que après, c'est la limite de l'exercice. Ça veut dire qu'il faut trouver du temps aussi pour lire ou juste lire tout ce qui sort ou voir ce qui sort. Mais du coup, c'est vrai que le côté événementiel, c'est extrêmement intéressant. Déjà parce que ça permet de recréer du collectif, du sens collectif, et notamment on peut faire des choses très sympas dans les librairies, dans les cinémas. Ça peut vraiment encourager les gens à revenir dans ces lieux qui des fois ne sont que des lieux de passage, ou même là en ce moment avec le cinéma, les chiffres sont tellement mauvais que on se demande comment ça va continuer dans les 10 prochaines années. Mais ça fait partie de la promesse du label, c'est aussi de créer des événements en lien avec la science-fiction. Et c'est vrai qu'il y a, tu vois, quand tu vois la manière dont Quand tu vois que le salon pour le milieu littéraire, c'est le moment où tu vends, quoi. Les auteurs rencontrent leur public. Il y a ce côté matériel, on a une marque, on a un produit qui se différencie, et c'est un levier vraiment important dans les ventes de l'imaginaire, surtout dans l'imaginaire où il y a des tirages qui sont assez petits, et donc les ventes sur les salons représentent en général une fraction importante du tirage, quoi. Ouais, les salons sont extrêmement importants parce que c'est aussi un moment où les gens peuvent dédicacer et où les auteurs peuvent exister en tant vraiment qu'auteurs. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand t'es auteur de romans, d'arriver à exister dans un monde où il y a une telle surproduction, où on vend aussi peu de livres. Quelques chiffres, un succès maintenant en France en grand format, c'est entre 3 et 4 000 exemplaires. Et il y a très 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 peu de livres en science-fiction, fantasy adulte en français qui arrivent à atteindre les 10 000 exemplaires par an. Ça, c'est une réalité. Par exemple, Un long voyage de Claire Duvivier, elle arrive à vendre 7 000 exemplaires au bout d'1 an, ce qui est énorme.
Mais en fait, on se rend compte qu'il y a un plafond de verre qui est de plus en plus important et que c'est très compliqué d'exister en tant qu'auteur français de science-fiction. Si c'est anglo-saxon, déjà, c'est un peu plus simple parce que le public a plus confiance, bizarrement, avec un nom anglophone. Donc voilà, c'est assez injuste. Et c'est vrai que les salons, c'est le moyen de pouvoir dédicacer, c'est le moyen de pouvoir rencontrer ses lecteurs. Donc c'est important. Moi, c'est vrai que je réfléchis vraiment à lancer un mini-festival de science-fiction avec le podcast. Je ferai un truc totalement différent. Donc je sais pas si ça fonctionnera. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de très premium, d'avoir peut-être 3 masterclass dans une journée, un ciné-débat, et puis avoir en tout sur le salon, je sais pas, 10-15 auteurs, grand maximum, faire des dédicaces et avoir un lieu fermé. Ça veut dire qu'en gros, il y a 150 entrées, et t'as que 150 entrées, quoi. Et le reste, c'est filmé. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu... je trouve ça intéressant d'essayer des choses aussi un peu plus élitistes, à l'intérieur de la science-fiction, pour aussi tester. Et puis bon, c'est pour commencer, hein, donc moi je peux pas avoir, j'ai pas une grande salle pour pouvoir faire un festival de SF, donc je me dis on va faire des rencontres et on va faire quelque chose avec peut-être 150 places maximum par jour, et puis on verra. Donc moi ça m'intéresse de tenter des choses comme ça et de voir ce qu'il est possible ou pas de faire. Et de mêler évidemment auteurs, scénaristes de BD, dessinateurs de BD, enfin de mêler tout ça. Oui, là, les passerelles sont claires entre les disciplines. Là, ouais. Puis en effet, dans un salon, les gens viennent pour les auteurs. Donc autant faire venir des auteurs qui incarnent quelque chose ou qui vendent beaucoup pour remplir le salon. Sur le podcast, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast C'est plus que de la SF, pour rentrer dedans, quels sont les quelques épisodes emblématiques que tu as envie de pousser ou mettre en avant sans faire le tri entre les invités, etc., mais plus parce que c'est un symbole de ton cet esprit. Il y a 2 types d'auditeurs. Il y a les auditeurs qui écoutent tout. Il y a les auditeurs qui vont piocher en fonction des sujets. Donc moi, ce que j'encourage, c'est d'aller sur le site internet de C'est plus que de la SF, de regarder les podcasts et de sélectionner en fonction déjà des genres qu'on aime. Entre guillemets, genre, ça veut dire jeux vidéo, manga, cinéma, roman. Et à partir de là, les sujets vont apparaître et de vraiment sélectionner et d'écouter en fonction d'une œuvre qu'on aime. Puisque l'idée du podcast, c'est un podcast, une œuvre, ou un podcast, un débat, entre guillemets, c'est un peu ça. Moi, les 2 épisodes qui ont le plus marché, c'est celui sur Alain Damasio, Que faire après les furtifs, voilà, ce qui est assez rigolo. Et l'autre, c'était est-ce que le Dune de Denis Villeneuve est un bon film, un débat. Voilà, et ça, c'est les 2 podcasts qui ont le plus marché. Donc, moi, je vais plutôt encourager les gens à vouloir écouter en fonction des sujets traités, peut-être de leur film préféré ou de leur BD préféré. Mais sinon, si je devais s'il fallait en garder qu'un, je pense que je garderais la rencontre avec Jodorowsky sur l'Incal, qui est un podcast génial, et Jodo parle de l'Incal pendant 45 minutes et c'est fou. Donc l'Incal, la plus grande BD de SF de tous les temps, peut-être. Ok, merci, c'est un bon point de départ. J'ai vu que tu avais cité tout à l'heure ton expérience de radio, tu citais des podcasts, etc. Est-ce que tu as des modèles, tu vois, sur la pop culture ou sur d'autres thèmes, des émissions que tu adores ou des... J'aime beaucoup First Print, qui est un excellent podcast autour des comics. C'est tenu par quelqu'un ils sont 2, mais c'est notamment Arnaud qui tient ça et que je trouve excellent. Et j'aime bien parce que les comics, c'est encore plus niche que la SF. Et ils font un vrai boulot, un boulot remarquable autour des comics. Et pour moi, c'est un podcast, je pense, très important et soutenu par des mecs qui bossent comme des fous. Et moi, j'aime vraiment bien ce podcast. Je recommande aussi Ciné Crash de Philippe Gage, donc du Point. Philippe qui a beaucoup écrit dans le MOOC Dune et qui raconte les plus grands crashs cinématographiques. C'est génial, Philippe, c'est un des plus grands journalistes de la pop culture en France. Et son podcast est excellent. Donc ça, je recommanderais d'écouter Ciné Crash. First Print pour les comics. Voilà, c'est un peu ces 2 podcasts que j'écoute vraiment. Après, ça dépend. Il y a des podcasts qui sont plus niches, mais j'aime beaucoup le podcast de Draven sur Battlestar Galactica, qui fait un travail remarquable sur Battlestar. C'est vraiment, 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 vraiment très bien.
Mais après, ça dépend de chacun. Et puis sinon, moi, j'écoute beaucoup d'Arte Radio, en fait. Un peu de Mediapart aussi. Enfin, j'essaye d'ouvrir vers d'autres choses, de sortir un peu de la SF, parce que moi, j'en ouvre tous les jours, quoi. Donc après, vous voulez aller un peu vous voulez aller voir ailleurs juste pour vous aérer l'esprit, quoi. Moi, j'ai vu, sur la qualité de production d'Arte Radio, c'est complètement incroyable. Donc j'ai adoré le podcast Bookmakers. Ouais, c'est très de bien. Richard Guettet, voilà, c'est très bien. Bon, pas sur l'imaginaire, c'est pas sur la SF, mais franchement sur la littérature, c'est fou. Non, c'est très bien. Et puis ce qui est super, c'est que le podcast, il y a plein de choses à faire. Le plus important, c'est d'arriver, je crois, c'est d'être créatif. C'est d'être créatif, de proposer des angles sympas, d'arriver à avoir aussi des beaux intervenants. Et voilà, donc c'est sûr que en termes de podcast, on vit aussi un âge d'or, et il y a plein de choses qui sortent. Et après, même le podcast le plus connu, Les couilles sur la table, franchement, c'est remarquable, quoi. Je suis pas la cible, mais j'ai écouté plusieurs fois, et qu'est-ce que c'est bien, vraiment. Mais je suis vraiment impressionné quand je vois ce genre de qualité, et puis sur des belles thématiques comme ça aussi. Mais ça, il y a. Ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'il y a quand même des podcasteuses qui font un boulot de dingue et qui ont des émissions de dingue, quoi. Et ça, c'est très très chouette. Et en fait, pour un journaliste, c'est important parce que vous savez, dans les rédactions, on est assez cloisonné. Et je pense que beaucoup de journalistes voudraient être plus créatifs. Et c'est très compliqué d'être créatif dans un journal, en fait. Surtout en France. On n'a pas du tout la culture anglo-saxonne de proposer plein de contenus différents, d'aller tester des choses, d'aller innover. C'est pas du tout notre culture de journalisme à la française. Donc c'est vrai que les podcasts, c'est un bol d'air frais pour plein de journalistes. C'est un labo, quoi. C'est un labo, ouais. On peut tester des choses, on peut s'essayer. Là, par exemple, le podcast tourne pour C'est plus que de la SF. Ça y est, je suis sur un rythme hebdomadaire, j'ai mes émissions préparées en avance. De plus en plus, ça roule, entre guillemets. Donc là, je commence à me dire, tiens, pourquoi pas s'essayer à la fiction pour me challenger et tenter d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est important ce qui est bien avec le podcast, c'est qu'avec le son, on peut faire beaucoup de choses, et c'est important de tenter d'autres choses. Quand tu dis t'essayer à la fiction, tu as envie de scénariser, tu as envie de jouer, Ouais, de scénariser, d'écrire un podcast fictionnel, et après prendre des comédiens pour le doubler, évidemment. Et après, il faut que je trouve le business model. Moi, je fais rien sans être sûr d'avoir soit un sponsoring important, soit d'avoir même un peu de budget. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette de retomber sur ses pattes, et même pour payer les gens. Tout simplement, s'il y a des comédiens, il faut les payer. Donc, je parle même pas de moi, là. Je parle vraiment des comédiens, ou d'un réalisateur, ou de quelqu'un, parce que moi, je fais tout au niveau du podcast, la réal, le montage et autres. Si je fais quelque chose comme ça, je prends quelqu'un pour m'épauler, vraiment, et donc, ça se paye. Donc j'y réfléchis. Ce qui est bien maintenant, c'est que je commence à avoir une petite, quand même, une communauté derrière. Donc je sais que si je lance quelque chose d'un peu nouveau, les auditeurs suivront. Et après, c'est avec qui je le fais. C'est toujours la même chose, avec qui je le fais, avec quel budget je le fais. Mais j'ai déjà une idée, et pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin, ouais. Ouais, ça me brancherait bien, ça. C'est bon à entendre. Du coup, tu parlais, alors ce qui est amusant, c'est que tu parlais de tes débuts, de ta radio associative, etc. Le but étant d'avoir du réseau. Aujourd'hui, quand on voit la liste d'invités qui sont passés par le podcast, comment tu fais pour avoir tous ces contacts, et t'as un réseau colossal aujourd'hui? Maintenant, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que vous invitez une première rockstar, et puis après, cette première rockstar va servir de produit d'appel pour les autres rockstars, où vous allez dire, il y a un tel qui est venu. Et ça se fait très naturellement. Et puis après, maintenant, je commence à être identifié, donc notamment dans le monde de la BD, où je suis pas mal écouté par des dessinateurs et des auteurs. Et puis après, les gens, ils regardent le site internet, qui est quand même très qualitatif, où ils écoutent le podcast, et ils sont plutôt rassurés. Et puis en fait, dans L'Associé du Diable, grand film avec Al Pacino et Keanu Reeves, Al Pacino qui joue le diable dit à la fin, mon péché préféré, c'est la vanité. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont vaniteux, et qu'on leur demande d'aller parler d'eux. Souvent ils disent ok. Voilà, moi le premier. Merci. Je suis assez conscient de ça. Mais voilà, donc tout bêtement, quand
On va voir les gens qu'en plus on leur promet du temps pour discuter, puisque l'idée du podcast est un peu sur un modèle à la Radio France, type France Culture, donc de pas couper les gens pour qu'ils aient le temps de pouvoir dire et de parler, de donner un peu leurs idées, ce que tu fais avec ton podcast. Du coup, les gens ils sont contents parce qu'ils sont pas coupés, pas soit par le journal, soit par des chroniques, soit ils ont vraiment le temps de pouvoir poser une idée, d'être dans la discussion, d'être dans le débat. Et ça, on a peu d'espace comme ça, même en radio. Hein. À part France Culture, et encore, hein, quand on est invité, moi j'ai fait une émission sur culture et j'ai souvent été invité sur Inter. Finalement, l'émission va durer 40-45 minutes. On va parler 5 minutes à tout casser, et encore. Donc ça veut dire que quand tu es à l'antenne, chaque phrase est importante. Faut que tu apportes quelque chose au débat. Donc t'as pas forcément le temps de pouvoir réfléchir en même temps que tu parles. T'es vraiment dans un exercice très différent. L'idée du podcast, c'est de se dire, bon bah voilà, vous avez 1 heure, allez on parle. Et donc t'as le temps de pouvoir te poser des questions, de pouvoir expliquer, tout simplement. Et ça c'est hyper important. Parce que on est dans une époque où ça va tellement vite que être dans de la slow information, c'était un peu c'était ça à l'époque. Il y avait pendant un moment donné il y a eu un peu une mode de ça, de faire du web documentaire, de faire du slow média quoi, et de prendre le temps. Et je pense qu'il faut prendre le temps. Que c'est intéressant, c'est des choses qui sont plus à la mode hein, maintenant, mais à ce moment-là quand c'est sorti ces concepts-là, comme le concept du MOOC que moi j'ai lancé, mais qui est un vieux concept qui existe depuis les années 2010, voire même avant avec la revue 21, puis après America, enfin bref. Et du coup, c'est une autre façon de faire et je pense que ça a le mérite d'exister. Donc prendre le temps avec les gens pour qu'ils puissent parler d'eux-mêmes et puis développer des idées, je pense que c'est fondamental à une époque comme la nôtre. Je voulais revenir sur une question sur le MOOC et sur le crowdfunding, donc parce que le MOOC a été créé par un crowdfunding qui a été un gros succès, donc qui a fait 1000% par rapport à l'objectif. Donc 10 000%. 10 000%, ok. Ouais. Donc succès énorme pour le lancement. Est-ce que tu parlais de financement là, de fiction, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui peut s'utiliser pour d'autres choses? Est-ce qu'il ne faut pas le sortir trop souvent? Est-ce que c'est à double tranchant si tu l'utilises trop? Voilà, je voulais ton avis là sur le crowdfunding. Le crowdfunding, ça fonctionne si c'est un événement, si on arrive à faire un événement. Le crowdfunding sur Dune, il a marché parce que c'est un événement. Il y avait 50 personnes qui étaient dedans, il y avait des illustrations, il y avait Denis Villeneuve. Donc on a réussi à créer un événement et à donner envie aux gens de nous rejoindre dans cet événement-là. Moi je pense que le prochain crowdfunding que je ferai, c'est en 2023 pour un prochain MOOC. J'ai déjà des idées, évidemment, j'ai déjà des idées d'invités. Il y aura des grosses rockstars, enfin bon, ce sera un gros truc. Mais parce que voilà, il y a déjà dans la planification du chemin de fer, je sais que il faut que j'ai un nombre de stars nationales, que j'ai un nombre de youtubeurs, que j'ai un nombre de gens qui vont permettre aussi de pouvoir créer cet événement. Alors après, il faut pas se rater, faut trouver les bonnes personnes, faut trouver des gens qui savent écrire, enfin, il y a aussi plein de problématiques. Mais du coup, le crowdfunding ne fonctionne que si c'est un événement. Si vous voulez faire un gros truc, si vous voulez avoir un succès en crowdfunding, il faut vraiment qu'on ressente ce côté exceptionnel. Et s'il n'y a pas ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, les gens feront peut-être... ils iront peut-être récupérer 10 000 euros et c'est très bien, mais si on veut aller récupérer 50 000, 100 000 euros, ce qui était le cas pour Dune, on a récupéré 110 000 euros, il faut qu'il y ait un effet waouh et se dire on y va. Donc quand je vais, parce que en effet je vais lancer d'autres crowdfunding et mon modèle économique se base sur ça pour les MOOC, voilà, mais pour les MOOC les gens savent qu'ils vont avoir entre 256 à 300 pages, un espèce de masse autour d'une œuvre de science-fiction culte, qui vont pouvoir réfléchir autour de ça et surtout ils auront un beau livre et puis ils vont faire partie d'une aventure. Ce qui est ça qui plaît avec le crowdfunding, c'est on demande de l'aide aux gens pour nous permettre de faire ça. Et donc ça c'est hyper important. Donc voilà, ça fait partie évidemment des réflexions, mais c'est parce que le crowdfunding, c'est vrai c'est compliqué d'avoir des financements en France. Tout simplement, aux États-Unis, on va dire qu'il y a une culture beaucoup plus apte à prêter de l'argent, à avoir des financiers, à laisser des chances aux gens. Chez nous, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est rigolo. Moi, je vais pas me plaindre, mais suite au MOOC Dune,
J'ai eu des gens qui sont naturellement venus me voir pour me proposer de l'argent, par exemple. Mais si je lance comme je réfléchis à lancer un mini studio éditorial, j'ai des gens qui sont venus me voir pour me dire, nous, on est prêt à te donner 10, 15, 20 000 euros comme fonds pour t'aider à débuter. Donc, moi, je suis dans une position où, en plus, j'ai énormément de chance, où j'ai des gens qui voient le travail et se disent, on va miser sur ça. Mais bon, je fais partie, entre guillemets, des exceptions, quoi. Et c'est vrai qu'on voit à quel point c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est hyper frustrant parce que moi, mon podcast sur la SF, qui n'avait rien d'exceptionnel de base, enfin, voilà, c'est un podcast sur la science-fiction, bon... Il y a des podcasts sur le cinéma et un podcast sur la SF, quoi. Ça a été vraiment refusé partout, hein. Ouais. Et les gens ne comprenaient pas. Donc, voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est aussi face à des gens qui sont des décideurs qui aussi ne laissent pas forcément la place à d'autres formats. Donc, voilà, ça pose vraiment des vraies questions. Aussi de ce manque d'ouverture d'esprit sur des choses différentes. Quand je reprends sur Archive 80, podcast d'horreur, 3 saisons, c'est très bien fait, qu'est-ce qui se passe? Netflix fait une série TV. Moi, j'attends le jour où Canal achète un podcast pour faire... alors, ils ont fait Calls, qui est très bien, mais moi, j'attends que le jour où Canal plus France, ou je sais pas, France Télévisions ou Arte décide d'adapter un podcast en série TV, quoi. Intrinsèquement, c'est pas dans notre culture. C'est pas dans notre culture. Donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant et qui va se développer. Qui va se développer parce qu'avec la concentration des médias et l'internalisation des choses où on est tous reliés, entre autres grâce à Internet, il va y avoir au fur et à mesure de plus en plus de possibilités. Voilà, sur le crowdfunding. Après, voilà, s'il faut en faire, faut que ce soit exceptionnel. Événementiel, exceptionnel, faut qu'il y ait un effet waouh pour que ça marche. Sinon, c'est une masse de crowdfunding comme il y en a plein, quoi. Ouais, donc ça sera des petits montants et ça couvrira pas forcément toute la prod, donc. Ouais, tout dépend après de qu'est-ce qu'on fait en crowdfunding. C'est toujours la même question, hein. Pour un MOOC, je pense que pour le prochain MOOC, je peux au moins récolter 50 000 euros, par exemple. Je suis pas forcément inquiet, mais bon, c'est déjà une somme et c'est très bien, mais ça veut dire que derrière il faut que je mette aussi l'argent, mais c'est vrai que mais pour en tout cas arriver à atteindre ces 50 000 euros, il faut qu'il y ait un côté exceptionnel. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as pris peur quand c'est monté très haut, parce que quand tu vois qu'il faut livrer 5000 bouquins, c'est quand même une logistique. Comme on dit dans Dune, la peur tue l'esprit. Non. Ah non, il y a pas eu cette. Il n'y a jamais eu cette peur. Non, mais c'est assez intéressant comme question, hein. Parce que c'est vrai que tu sais que il y avait un côté waouh, quoi. C'est-à-dire que on avait récupéré 10 000 euros dès le premier jour. Et on a monté à 100 000 à la fin. Enfin, c'était la campagne, elle a été délirante, exceptionnelle, et le succès de Dune, je pense pas que je le retrouverai. Enfin, faut pas dire ça parce que c'est-à-dire je pense que je le retrouverai pas, mais ce sera pas tout de suite que je le retrouverai, ou si j'arrive à faire encore plus fort que ça, franchement, waouh, chapeau. Même moi, tu vois, je me dis bon, il y avait quand même un film, il y avait plein de choses qui faisaient, il y avait une actualité. Non, il n'y a pas forcément de peur. J'étais persuadé que les contenus seront bons. Enfin, vraiment, j'étais persuadé que ce serait super comme bouquin. Parce que, ouais, je me souviens sur Twitter, t'avais dit, ou peut-être en mail, on a un peu de retard, excusez-nous. Enfin, globalement, ça a été nickel comme logistique. Le retard est lié au confinement d'ailleurs. Hein. Ouais. On a tenu. C'était impressionnant. On a tenu. Non, mais c'est hyper important. Après. Mais c'est aussi une vision du monde. Ça veut dire que c'est la professionnalisation à outrance, c'est de se dire c'est 6 mois, enfin si on dit 6 mois aux gens, dans 6 mois ils ont le bouquin, quoi. C'est pas youpli youpla, on va avoir alors après il y a des retards qui s'expliquent. Quand je vois ce qu'a fait Mnemo sur Lovecraft, donc ils ont fait un crowdfunding pour tout traduire de Lovecraft par David Camus, ils ont eu 2 ans de retard, je crois, ou 3 ans de retard. C'est un travail exceptionnel. C'est un travail exceptionnel. Et encore, ils ont perdu, je sais pas s'ils sont rentables. Ils ont récolté, je crois, 400 000 euros. Mais ça a dû coûter une telle fortune à produire 7 bouquins et un coffret. Enfin, Mais par contre, le boulot est exceptionnel. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs crowdfunding qui a été fait en France et je le considère supérieur à Dune sur plein d'aspects, parce qu'il y a la force du MOOC Dune ou Tout sur Dune, c'est que on fait le meilleur ouvrage collectif qui analyse Dune. Ça veut dire c'est l'ouvrage le plus complet sur Dune, et même au niveau international, pour l'instant, il n'y a pas ça.
Donc c'est la fierté personnelle de ce projet et c'est grâce vraiment aux contributeurs. Donc voilà, c'est magnifique, c'est super. Mais j'espère qu'il y aura encore un livre qui sera meilleur que le nôtre. Enfin voilà, c'est fait pour évoluer. Et j'espère qu'il y aura un meilleur bouquin que le nôtre et voilà, ce sera génial. Mais là, ce qu'ils ont réussi à faire Mnemos avec Lovecraft, c'est quand même il y a un parti pris fort, quoi. C'est de dire, c'est d'assumer de faire la meilleure traduction de Lovecraft de tous les temps en France, chez eux. Moi, ça m'impressionne. Ce parti pris, cette envie de défi. Et puis, David Camus, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, moi, je suis vraiment admiratif. Mais c'est toujours avoir cette... Et je pense que ça a fonctionné, le projet sur Dune, parce que c'était pas un projet amateur et il y avait en tout cas une ambition intellectuelle, artistique, éditoriale. Donc, on prend la SF au sérieux. Donc, on fait un bouquin qui a coûté 120 000 euros, quoi. Et ça se sent. Les gens, quand ils ouvrent le bouquin, ils sentent qu'il y a eu de l'argent. Ils sentent que ils voient on a fait bosser 100 personnes dessus, quoi. Donc ils voient les images, les noms, la qualité des articles. Donc voilà, ça c'est ça qui est important en fait, c'est avoir cette ambition que le genre mérite ce genre de projet-là. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on connaît un peu le milieu de la SF, c'est un milieu qui est hyper amateur, et même au niveau des éditeurs, dans le rapport au travail, dans le business, dans la com. Moi, je suis effrayé des fois par le manque de professionnalisme des uns et des autres. Vraiment, hein, c'est délirant, quoi. Donc, et ça dit beaucoup de choses aussi. Enfin, ça dit aussi plein de choses sur nous. Hein. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez fascinant. La SF, elle a aussi été longtemps enfermée dans un petit genre parce qu'il n'y avait pas aussi des représentants derrière qui arrivaient à faire cette passerelle-là avec l'élitisme, avec le monde de la littérature blanche, avec ce petit milieu aussi parisianiste hyper, tu vois, germano-pratin à fond. Et certains commencent à le faire. Je pense notamment à quelqu'un comme Damasio. Mais il y a un truc qui est vrai, malheureusement, c'est les auteurs qui ont du succès, des gros succès, très médiatisés, ils se font tracher tout de suite. Moi, je vois vraiment la différence avec Alain Damasio avant et après Les Furtifs, mais c'est dingo. Les gens l'insultent, le traitent de boomer. Il y a eu un texte assez rigolo d'ailleurs qui t'explique que Damasio, c'est un masculiniste réactionnaire. Enfin, moi, je connais personne qui a eu des trucs comme ça. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme Alain Damasio était extrêmement médiatisé, du coup, ça génère aussi pas mal de tensions. Quand t'es trop médiatisé, tu dis aussi des conneries. Je pense que Alain, il y a certaines séquences médiatiques qui n'ont pas été très bonnes. Voilà, là c'est le communicant qui parle, pas l'ami, et qui aurait pu s'en garder. Et qu'après, ça entretient une forme de détestation. Je pense à quelqu'un comme Bernard Werber, par exemple, qui est méprisé dans le fandom. Bernard Werber, c'est un type qui est fan de SF, je pense qu'il aurait vraiment voulu faire plus pour le genre. Mais tout de suite, il a été critiqué, on dit que ces bouquins c'est de la merde, on dit que c'est le plus gros vendeur de genre en France, quand même. Donc il y a aussi cet aspect-là, ça veut dire que les représentants médiatiques ou commerciaux qui vendaient beaucoup de genres, ils ont pas été, soit ils ont été délaissés ou méprisés à tort ou à raison d'ailleurs, mais après c'est plus une vision collective du genre, quoi. Donc ça c'est aussi cet effet-là, voilà. Ça arrive souvent sur des personnes, là tu citais Bernard Werber, tu citais Alain Damasio, qui sont des personnes engagées. Bernard Werber, il est engagé sur une forme de spiritualité qui va, il fait des spectacles autour de l'hypnose. J'y suis allé parce que ça me plaît, c'est mon truc aussi. Mais voilà, ça fait peur. Il y a un côté. Il y a deux choses. C'est terrible parce que il y a un truc qui est lié au succès, clairement, où il y a une forme de jalousie. Et puis après, il y a une forme de détestation parce que les gens jugent que les bouquins sont pas bons. Bon, après, les bouquins sont bons, pas bons. Après, c'est le goût et le choix de chacun. Mais je trouve que quand même, Les Fourmis et les Thanatonautes, c'est très bien. Enfin, s'il y a deux bouquins à garder de Bernard Werber, je trouve que ces deux-là, il n'y a pas de problème pour les mettre dans un top 100 de ce qui a été fait en France. Autre exemple, quelqu'un qui est un peu oublié maintenant et puis qui a vrillé totalement, c'est quelqu'un comme Dantec. Maurice G. Dantec, un des plus grands auteurs de SF. Les Racines du Mal, c'est chef-d'œuvre. C'est vraiment chef-d'œuvre. C'est exceptionnel. Et La Sirène Rouge aussi en polar. Babylon ID, c'est un peu moins bon peut-être, mais c'est extrêmement intéressant.
Mais c'est vrai que comme il a viré facho et puis il est parti après au Canada et puis maintenant il est décédé. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup vendu. Enfin, Dantec, c'était fou quoi. Quand Les Racines du Mal sort, c'est des centaines de. Enfin, je pense en grand format, il a dû faire 50 000 bouquins vendus. Enfin, c'était énorme à l'époque. Donc on a malheureusement aussi. Et je crois vraiment que Damasio est celui qui fait le plus le pont, le mieux quand même, qui continue à faire le meilleur pont entre l'ASF et entre les littératures, la littérature blanche et les littératures d'imaginaire. Je pense que c'est vraiment Damasio qui arrive à bien faire le pont. Ouais, c'est clair. Et bon, ma femme connaissait pas les discussions autour de Damasio qu'il peut y avoir dans le milieu imaginaire. Bon, elle l'a lu, elle a adoré. Donc voilà. Mais La Horde du Contrevent, c'est génial. Et moi, je trouve que Les Furtifs, c'est très très bien. Donc non, Alain Damasio, c'est un immense auteur de science-fiction. Et voilà, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi ce truc où je pense que le petit milieu de l'ASF, il est très heureux de rester dans un petit milieu. Avec ses vaches sacrées, avec ses traducteurs loués par tout le monde, il y a tout un truc à déconstruire, moi je pense. Et que le milieu a intérêt à déconstruire parce que après il y a des choses générationnelles qui vont se passer et puis si c'est pour que ce soit des éditeurs qui font que de la littérature blanche ou classique qui se lancent dedans, c'est dommage. Ça arrive déjà, alors avec des succès plus ou moins qui font que ça fonctionne pas vraiment, mais ça arrive déjà, bien sûr. Ouais, il faut qu'ils trouvent la formule, quoi. Ouais, il faut trouver la formule, il faut trouver les auteurs. La force de l'ASF, c'est qu'il y a un fandom, il y a un vrai fandom. Donc il y a quand même une communauté de blogueurs. Les blogueurs sont extrêmement importants. Il y a une communauté d'éditeurs, il y a une vraie communauté, quoi. Ouais, et puis la force de la distribution va faire que ça peut être une machine à rouleau compresseur, quoi, avec une bonne distribution. Ouais, la diff distrib fondamentale, c'est extrêmement important d'avoir un bon diffuseur distributeur. Faut pas oublier les libraires aussi, qui font beaucoup. Les libraires sont quand même des énormes vendeurs de livres. Et c'est des acteurs très importants de l'imaginaire. On a tendance à l'oublier, mais les libraires sont importants. Et c'est vraiment d'arriver à jongler avec tous ces acteurs-là mais c'est compliqué parce que moi je le vois, il y a déjà une surproduction littéraire. Je suis dans le prix des Imaginales et dans le Grand Prix de l'imaginaire. C'est vrai que c'est terrible quand on voit quand il y a les discussions des jurys autour des bouquins français. C'est-à-dire que il y a des très très bons livres qui sortent tous les ans, mais il y en a assez peu finalement. Il y en a assez peu. Et du coup, ça pose de vraies questions parce que le problème, c'est que il y a souvent des auteurs qui, à force de produire un livre par an, c'est rare que tes livres soient bons tous les ans. Et c'est pareil avec la BD. Moi, je connais des scénaristes de BD que j'adore, c'est des amis. Ils font 10 BD par an. T'as un tiers qui est très très bien. Et puis après, le reste, c'est entre le bien, bof, passable, moyen, mauvais. Et en fait, le vrai problème, c'est aussi cette surproduction. C'est le fait de pas prendre le temps aussi pour différentes raisons. C'est-à-dire que quand on veut vivre de sa plume, c'est extrêmement dur en France. Y a rien de plus dur. Les avaloirs pour des bouquins, c'est 2, 3, 4 000 euros, quoi. C'est rarement plus. 4 000 euros, alors heureusement, t'as des bourses du CNL quand tu les as. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et en fait, tu te rends compte que t'es payé une misère pour écrire ton livre. Il va sortir plus ou moins dans l'indifférence généralisée parce qu'il n'y a pas de médias qui vont en parler en imaginaire. En tout cas, on est très peu à en parler, ou même de podcasts. Donc ton livre va sortir dans l'indifférence, à part s'il est excellent et qu'il va être repéré par des blogueurs ou après par des journalistes. Mais voilà, c'est assez peu. C'est rare, quoi. Et ça arrive 2-3 fois par an, grand maximum. Et tu vas être sur une librairie pendant 3 mois maximum, et puis après, hop, tu vas dégager, et puis voilà, quoi. Et puis si t'as une pandémie, ton livre, il est encore plus sacrifié. Donc c'est extrêmement difficile, et le problème de certains auteurs ou autrices qui sont très bons de base, mais à force de trop écrire, en fait, tu vois une déperdition de la qualité, parce qu'après, c'est comme tout, tu dois produire, quoi. En fait, tu dois produire. Et même, je vois quelqu'un comme Pierre Bordage, qui est mon auteur de SF préféré. Un des plus grands. Il a une décennie magique. La première décennie de Bordage, des Guerriers du Silence jusqu'à l'Enjeu le mineur, il n'y a pas de déchets quasiment. Et puis après, il y a eu 10 ou 15 ans où c'était moins bon. Et pourtant, Pierre, il écrit donc hyper vite. Il a une capacité d'écrire, de romancer ses histoires qui sont excellentes. Mais en fait, on voit qu'à un moment donné, ça suffit plus. Ça suffit plus.
Bon, après ça va, il a écrit des chefs-d'œuvre, donc il peut, il peut s'arrêter d'écrire. Hein, Pierre, c'est bon, il a écrit le genre, hein, il a marqué l'histoire du genre en France. Mais c'est vrai que même des gens comme Pierre Bordage, qui sont pour moi qui ont un talent immense, qui sont vraiment je dirais des génies quoi, d'un genre. Bah, on voit que voilà, à un moment donné, on s'essouffle. Je pense que ce que je retiens et ce qui me frappe quand je retrace ton discours là depuis le début, c'est il y a une question en tant que collective sur le milieu de l'imaginaire où il y a un manque d'ambition qui fait qu'on reste un peu ça crée une spirale un peu négative quoi. Donc si on arrive à inverser la spirale d'ambition, on peut faire grossir faire grossir le marché, faire grossir l'intérêt, faire grossir les ventes. Mais après, il y a une vraie question sur la taille du marché aussi, quoi. Ça veut dire que, est-ce que finalement, ces 3-4%, voilà, c'est notre part. Et à partir de là, est-ce qu'il faut pas moins produire? Est-ce qu'il faut pas mieux produire? Parce que il y a aussi, là, on parle des auteurs, mais t'as aussi un nombre d'éditeurs qui font pas leur boulot, hein. Enfin, moi, je reçois les bouquins, il y a des trucs, c'est mal publié, c'est mal édité, c'est toujours la même chose. On a le problème, j'en parlais avec certains directeurs de communication, de marketing de la bande dessinée. Ça veut dire que tu vas sortir 30 ouvrages en ton année. Combien t'en as bossé réellement? 3-4. C'est quoi tes enjeux? Quels sont, c'est terrible. Si vous voyez un éditeur qui a son bouquin, son BD qui va sortir dans l'année, ses enjeux, c'est 5 textes, c'est 5 BD, 5 albums. Où il va mettre le paquet en com et le reste. Donc il y a aussi l'autre aspect qui est de se dire, mais t'as des livres qui sortent dans l'indifférence généralisée parce que l'éditeur n'a pas forcément le budget ou le savoir-faire ou la volonté pour communiquer. Donc il y a aussi ce mélange-là, c'est-à-dire que il y a aussi une question de vraiment éditoriale qui se pose, quoi. Ouais, mais je pense que ça va avec l'ambition dans le sens où s'il croit que à 5 bouquins sur ses 30, je pense qu'il a pas, il a pas choisi les bons chevaux et bien sûr. Voilà, donc il faut qu'il soit convaincu que qu'il va jouer sa rentabilité sur ces 5-là et pas sur les 30, quoi. Bien sûr, non mais ça pose de vraies questions. Et alors c'est intéressant parce que c'est en train d'évoluer, il y a des choses aussi bien qui se passent. Je crois que tu as eu notamment les équipes d'Argile. Oui. Voilà, c'est une proposition hyper intéressante qu'ils font de mieux traiter les auteurs, parce que tu as aussi une réalité qui est que les auteurs sont pas bien traités en France en tout cas. Et du coup il y a des choses qui sont en train d'arriver. Moi je trouve très bien ce que fait l'équipe d'Argile. Il y a évidemment les Forges de Vulcain avec David Meulemans, qui incarne quelque chose de très intéressant même en communication. Il incarne vraiment son maison d'édition, David, et puis c'est un être exceptionnel. Mais c'est bien, on voit qu'il y a des choses qui se font. On voit qu'il y a des envies, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui veut aussi bouger les lignes. Il se passe des choses aussi sur Booktube, il se passe des choses partout, quoi. Donc ça c'est super, mais c'est vrai que après le terme ambition et autres, c'est des gros mots, hein, pour certains. Non mais clairement, moi sur Dune, on m'a reproché de mettre en avant un livre d'un auteur blanc mort depuis longtemps. Ouais, mais Dune, en France, c'est plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Dune, c'est un chef-d'œuvre, donc il y a aussi ça passe aussi par ça aussi, quoi. Ça veut dire que moi, quand je vois les commentaires sur qu'on fait des choses autour de classiques, qu'il y a une détestation des classiques, sur Twitter, on peut voir que tout de suite on parle de classiques, certains hurlent au scandale parce que peut-être ça s'est mal passé à l'école, ou qu'ils ont été jugés, ou que machin, alors que moi je pense que Le Seigneur des Anneaux, on n'a pas fait mieux, hein. C'est indétrônable, voilà. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est lui-même son propre genre, quoi. Donc c'est compliqué de le situer parce que c'est tellement haut, et puis Tolkien a tellement fait quelque chose aussi qui est presque indépassable. Voilà. Mais en tout cas, l'ambition intellectuelle du Seigneur des Anneaux, c'est exceptionnel. Le travail sur la langue, le travail sur tout, quoi. La cartographie, l'univers. C'est génial et c'est hyper encourageant et voilà. Mais ça sert à rien d'aller de vouloir chercher un nouveau Tolkien, par exemple. Ça ne sert à rien parce que Tolkien, il appartient à une époque. Il a un parcours universitaire de dingo, oxfordien. C'est son chemin, ça n'appartient qu'à lui ce qu'il a fait. Donc ça sert à rien après de vouloir calquer, d'aller chercher le nouveau Tolkien, le nouveau Game of Thrones, le nouveau qui sont des grands effets de marketing et qui vont aider pour les ventes. L'idée, c'est aussi, je pense, d'arriver à
à pousser des auteurs, à permettre de faire éclore des auteurs, et ça, il y en a très peu qui arrivent à le faire. C'était marrant, j'avais eu Gilles Dumais d'Albin Michel Imaginaire, qui me disait que pour avoir des succès exceptionnels, il fallait avoir des auteurs exceptionnels. Bon, dans auteur exceptionnel, il y a le mot exceptionnel, quoi. Et malheureusement, il y a peu de gens exceptionnels. Et où ça se développe, le côté exceptionnel. Et c'est vrai que quand on dit des choses comme ça, on va être taxé de réac, on va être taxé de... Voilà, donc il y a aussi, je pense, une partie de ce milieu qui ça contente très bien, cette situation-là. Donc après, il n'y a pas de problème. Hein. C'est, de toute façon, malheureusement, c'est comme au foot. Hein. C'est les chiffres qui parlent. Hein. Donc on va sur Edistat ou sur GFK et puis on voit, quoi. Et en fait, ça permet de calmer tout le monde aussi, puisque moi, ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a moi, j'ai la chance d'être sur Edistat, donc je vois les chiffres toutes les semaines, mais il y a une espèce de porosité monstrueuse sur les chiffres dans l'édition. Il y a plusieurs copains qui me demandent, tu vois, combien ils vendent ponctuellement, et je leur donne les chiffres, voilà, parce qu'en fait, il y a aussi un refus, quoi. On communique pas sur les ventes parce que les ventes permettent aussi de dire la réalité, et du coup, il y a une forme de pensée magique qui s'installe, qui est globale, hein, éditeur, auteur et compagnie. Alors qu'en fait, quand tu regardes les chiffres de vente, tu te dis, waouh, c'est quand même compliqué. Compliqué. Donc, et en fait, il y a une forme de responsabilité qui est partagée. Et surtout de l'éditeur aussi, quand même, qui a une grande part de responsabilité. Non, mais je pense c'est pour ça que je parlais de collectif, c'est que voilà, il y a la communauté, l'éditeur, les auteurs, enfin voilà, il y a. C'est ça. C'est un même écosystème, en fait, donc il faut. C'est ça, et après, le vrai enjeu, je pense, ça va être d'arriver à tisser des passerelles. Tisser des passerelles. Je pense que c'est comme ça, c'est en créant des rencontres, en créant des passerelles entre différents profils. Que c'est comme ça que ça fait aussi avancer les choses, et puis être dans un côté un peu positif. Moi, je vois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis très communication positive. Je bloque, j'ai jamais bloqué quelqu'un sur les réseaux. Voilà, je fais pas partie des gens qui bloquent. Je critique pas frontalement des personnes, ou je vais pas faire bitcher, ou je subtweet pas, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est important de garder un truc positif, quoi. Ouais, je me suis mis une règle, c'est de pas poster quelque chose de négatif, parce que ça alimente. Alors c'est vrai que c'est compliqué, parce que l'algorithme sur Twitter, en tout cas, il est fait pour pousser, pour pusher les punchlines, les critiques, les machins. Donc c'est vrai que c'est tentant des fois, et puis même c'est tentant de répondre. Enfin, moi je m'interdis de répondre aux injonctions, ou quand ce que ça m'arrive aussi de temps en temps, hein, qu'on vienne me prendre à partie, me demander des comptes ou autre. Moi, je refuse de répondre, en fait, parce que souvent, et c'est ça qui est très rigolo, c'est que souvent les gens qui critiquent vous connaissent pas, vous écoutent pas, vous lisent pas. Ça critique pour critiquer parce qu'il y a un mal-être profond. Ce qui est intéressant, c'est l'utilisation des réseaux sociaux chez les uns et chez les autres. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est gratuit, donc on est les produits. Hein. C'est vraiment, pour moi, je vois ça comme un moyen de faire de la communication, hein, et de créer des liens avec des gens et faire des passerelles. Mais avant tout, c'est de la communication. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment chacun l'utilise. Et certains réseaux, on voit que finalement, ça devient le journal intime. Donc, avec ce que ça implique aussi. Parce qu'il faut pas être dupe, hein, les éditeurs, ils sont tous sur les réseaux, ils voient très 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 bien. Enfin, donc c'est vrai que ça pose de vraies questions, hein, aussi comment communiquer, et je crois que beaucoup de gens ne savent pas comment communiquer aussi, et vont être plutôt dans la plainte, plutôt dans ce côté-là aussi qui fonctionne bien sur Internet, la plainte, le côté plaintif. Pourquoi je vends pas assez de livres, pourquoi ci, pourquoi ça, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Tout ça fait pas avancer malheureusement les choses, mais participe plutôt à une ambiance un peu délétère et un peu oppressive de Twitter, quoi, entre autres. Je crois qu'on a battu le record de durée de ce podcast. On est à combien là? On est à une 20. Une 20? On peut aller plus loin si tu veux. Non, c'est... T'as tout prêt, t'as tout... Est-ce que t'as d'autres questions que tu veux aborder, ou c'est bon, c'était clair? Non, je crois que je vais te remercier, parce qu'on a bien fait le tour là, quand même. De ton actualité. On le refera quand tu auras une autre actualité. Ouais. En 2023, dans les prochaines actualités, pour être bref, donc en ce moment, je travaille sur la création d'un petit festival, peut-être en juin prochain.
d'un prix SF. J'espère cette année. J'espère vraiment que j'arriverai à créer un prix SF doté en BD de science-fiction avec un prix du public. J'espère que ça se fera. Et puis sinon, je réfléchis à mettre en place un studio éditorial pour ne faire, entre autres, que des MOOC en coédition avec des éditeurs. Et évidemment la saison 3 du podcast qui va arriver en mars prochain. Donc ça fait tout ça, quoi. Ouais, t'as un bon programme. Et ça. Donc je suis impatient de voir tout ça. Et j'espère que tu vas faire de la fiction sonore parce que j'adore. Ah on va en discuter. On va en discuter en hausse. Super. Merci Mickaël, c'était super. Merci d'avoir pris ce temps. Et puis à bientôt. À une prochaine, à bientôt. Ciao.